Bonjour citoyens, aujourd'hui en ce jour anniversaire de la bataille d'Austerlitz, nous allons aborder l'une des formations militaires les plus célèbres de France, la Grande Armée napoléonienne. Après que Napoléon Bonaparte arriva au pouvoir des suites de son coup d'État contre le Directoire, l'armée française accuse d'immenses difficultés matérielles, morales et stratégiques. L'Autriche, en guerre contre la France depuis la proclamation de la République en 1792, lance une nouvelle offensive en Allemagne comme en Italie du Nord. En juin 1800, le premier consul échappe de justesse à la défaite lors de la bataille décisive de Marengo, qui permet de signer une paix européenne inédite depuis la Révolution. De courte durée, 2 ans avant que Londres ne ravive les hostilités, celle-ci aura permis à Bonaparte de reformer les unités militaires et de professionnaliser ses soldats. L'armée des côtes de l'océan, destinée à l'invasion du Royaume-Uni, réunit ainsi 200 000 hommes en 1804. Mais la déclaration de guerre en provenance de l'Autriche et de la Russie ainsi que la bataille de Trafalgar condamneront à tout jamais les espoirs d'en finir avec l'adversaire britannique. Finalement, l'armée des côtes de l'océan est rebaptisée Grande Armée et effectue l'un des volte-face les plus rapides de l'histoire militaire. En quelques semaines, les troupes marchent de Boulogne vers l'Allemagne, puis l'Europe centrale. L'Autriche est écrasée, puis les Russes, à la bataille d'Austerlitz. En 1806, la Prusse déclare la guerre à la France, sûre de son statut de première puissance militaire mondiale, mais finit défaite en moins d'une semaine après une campagne éclair de l'empereur. Moins d'un an plus tard, l'Empire obtient la paix continentale. Le succès fulgurant de la Grande Armée est à mettre au compte de plusieurs acteurs dont Napoléon lui-même. Si les matériels utilisés sont globalement les mêmes qu'au siècle précédent, infanterie, artillerie, cavalerie, les tactiques employées renversent toutes les conventions. La Grande Armée est ainsi subdivisée en corps composés eux-mêmes de divisions autonomes. Le résultat est une rapidité d'action et un esprit d'initiative fulgurant. C'est ainsi que les fameux 7 torrents, 7 corps d'armée dirigés par 7 maréchaux d'Empire, vont dominer les champs de bataille d'Europe durant une décennie. Outre son évolution stratégique, la Grande Armée révolutionne par ses effectifs et son utilisation. En 1812, à la veille de l'invasion de l'Empire russe, elle compte presque 1 million d'hommes répartis à travers toute l'Europe, de l'Espagne à la Pologne. Pour le seul théâtre russe, 680 000 soldats, dont 350 000 Français, sont déployés. Cette masse inédite pour l'époque terrifie autant qu'elle fascine. Il faut rappeler que la France est alors le pays le plus peuplé d'Europe, avec 30 millions d'habitants, soit autant que la Russie. Enfin, il faut insister sur le rôle majeur de l'artillerie, que Napoléon, artilleur de formation, a renforcé. Lors de la bataille de Waterloo, la France est ainsi capable de déployer une grande batterie avec un total de 80 canons. Ceux-ci sont hippomobiles, c'est-à-dire transportés par des chevaux, donc rapidement déployables en appoint du dispositif. Malgré cette avalanche de chiffres et de puissance apparente, la Grande Armée est un géant aux pieds d'argile. Comme mentionné précédemment, à la veille de la campagne de Russie, les effectifs sont de 680 000 hommes, dont 350 000 Français, l'appoint venant des territoires annexés ou alliés de l'Empire. Ces troupes, obligées par l'empereur de servir, seront ainsi les premières à déserter avant même la célèbre retraite. Cette dernière catastrophe sera d'ailleurs le tombeau de la Grande Armée, qui y perd un élément capital de son succès, la cavalerie. Loin de l'idée moderne de choc, la cavalerie, en particulier légère, était particulièrement utile pour harceler une armée en déroute. C'est ce qui manquera cruellement à l'empereur lors des années suivantes. Malgré un dernier sursaut en 1813 et 1815, la Grande Armée n'est plus que l'ombre d'elle-même. Privée de sa précieuse cavalerie, l'Empire ne peut plus anéantir les troupes adverses. À Waterloo, même le symbole le plus sacré de l'institution, à savoir la garde impériale, est défaite. Après la chute de l'Empire, la Grande Armée sera reléguée aux livres d'histoire et à la littérature romantique. Toutefois, son souvenir demeurera en particulier sous le Second Empire et la Troisième République, qui en feront un instrument de propagande, tantôt au service de l'empereur Napoléon III, tantôt de la revanche envers l'Allemagne.